Bonjour à tous, bienvenue sur New World Info à l'heure de décryptage. On va parler du Sénégal. Alors que certains pays africains sont tournés vers la Russie, d'autres restent fidèles à leurs fournisseurs de départ. C'est le cas du Sénégal qui veut s'approvisionner en armes en France avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. On va voir ce qui justifie cette décision des autorités sénégalaises, nonobstant ce sentiment anti-français sur le continent africain et surtout voir en quoi vont servir ces armes. Bonjour à vous, Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, cette décision du Sénégal, qu'est-ce qui peut la justifier? On sait que le Sénégal est très lié à la France, mais on peut avoir quand même un petit sentiment de surprise. Ben, est-ce qu'il doit y avoir de la surprise? Le Sénégal s'est pendant longtemps approvisionné d'un point de vue armement au niveau de la France. Je crois que ça, c'est connu, c'est très bien connu. Et le Sénégal a effectivement, sur le plan armement comme sur d'autres plans, fait ce que tout le monde est en train de faire aujourd'hui en démultipliant le nombre de partenaires. Je pense par exemple aux partenaires turcs qui aujourd'hui est en train de damer les pions aux pays anciennement connus comme étant les vendeurs d'armes avec leurs fameux drones qu'ils mettent sur le marché, le TB2. Donc le Sénégal n'a pas toujours eu comme interlocuteur pour acheter des armes à la France. Il y a eu d'ailleurs un scandale il n'y a pas longtemps de 45 milliards de francs CFA qui a été révélé où c'est le ministère bizarrement même de l'environnement qui avait fait la commande, ce n'est pas le ministère de la Défense. Et ça a soulevé tout un tollé. La question n'a pas encore été totalement clarifiée, d'autant plus que cette affaire était liée à un personnage connu pour des actions dans le trafic d'armes et dans l'exagération également des prix des armes qui sont vendues. Il est recherché par le Nigeria, ses comptes sont bloqués par la République sud-africaine. Il est recherché également par le Niger, qui est son pays d'origine. On l'appelle Petit Boubé. Son nom véritable, c'est Aboubakar Hima, qui est connu pour des scandales de ce genre. Et quand vous regardez la réaction des autorités sénégalaises, c'est comme si la France a tendance aujourd'hui à regarder beaucoup plus vers les pays du Golfe en matière de vente des armes. Vous avez vu le Mali, vous avez vu le Burkina, les gens se plaignent parce que quand vous demandez, ça prend tout un temps pour être satisfait parce que c'est vrai que nous ne sommes pas des marchés énormes. Je me rappelle quand vous regardez parfois le marché que l'Arabie Saoudite ou bien le Koweït prend par rapport à un autre pays, ça fait tout le budget pour certains de nos pays. Et les gens ont regardé de ce côté en nous oubliant, ce qui a obligé nos pays et de façon responsable à aller chercher des armes ailleurs. Donc le Sénégal a dit tout simplement à la France, mes amis, si vous voulez, nous on achète. Si vous ne voulez pas, on va chercher ailleurs. Et on le voit clairement dans la réaction du ministre français de la Défense qui dit qu'ils vont tout faire pour qu'on accélère les choses. Ils ont même prévu en mars, c'est-à-dire le mois prochain, une sorte d'exposition à Abidjan sur les armes françaises pour que ceux qui veulent être fournis le soient. Parce qu'il faut le dire également, la France a des armes qui sont des armes intéressantes. C'est bien vrai qu'il y a des armes également qu'ils ont eu du mal à vendre pendant fort longtemps. Alors, vous avez parlé d'Abidjan. Abidjan, aujourd'hui, c'est la base de l'armée française en Afrique de l'Ouest ou en Afrique tout entière? Ben, base, ce serait un peu trop dire. Parce que quand les données ont quand même changé. Quand on parlait de base française, de plus en plus, il y a presque plus de bases françaises dans nos pays. Il y a quand même 950 militaires français qui sont stationnés au niveau d'Abidjan. Et ceci joue également dans le cadre de cette question de sécurité des instructeurs. Vous en avez 450 au Sénégal. Vous avez Sabre du Burkina qui vient de pilier bagages, etc. C'est différent de l'ancienne méthode où la base, c'était carrément une installation de l'armée française sur place. Ici, c'est lié un peu à ce qui se passe dans le Sahel et la menace qui est là également pour certains des pays côtiers, parce que d'autres pays côtiers, malheureusement, sont complètement rentrés dedans, comme les pays du Sahel. Mais il ne faut pas qu'on oublie que, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, la France est en train de rencontrer de véritables problèmes dans des espaces qui lui étaient à la limite destinés, j'allais dire, naturellement. Aujourd'hui, le ministre français vient, mais il y a combien de jours le ministre russe était là
Mais c'est ce que j'ai dit tout le temps, mais si les gens s'intéressent autant à nous, mais qu'on se mette en valeur. Qu'est-ce qu'on attend? C'est comme ça. Le marché, c'est ça. Qu'on se mette en valeur et qu'on pose nos exigences. Et c'est ça le Sénégal a fait. Ils ont tapé du poing sur la table pour nous dire si vous ne nous fournissez pas, nous, on va aller chercher ailleurs. Et rapidement, il a promis que même dans les industries françaises, ils vont stimuler pour que les gens aillent dans le sens de fournir. Bon, le Sénégal en a besoin parce que vous avez déjà des armes françaises sur place, vous avez besoin de munitions, vous avez besoin de pièces de rechange, etc. Ben, si celui qui vous a fourni le matériel ne vous donne pas ces éléments, vous êtes obligé de changer pratiquement de matériel pour aller vers un autre fournisseur. Alors, quelles sont les menaces sécuritaires qui pèsent aujourd'hui sur le Sénégal? On connaît la question de la Casamance. Il y en a d'autres? La question de la Casamance, je ne la considère pas comme une menace sécuritaire. Franchement, pour quelqu'un qui connaît le Sénégal, on ne parle de Casamance qu'en Casamance. Ça n'a jamais atteint toute la Casamance parce que quand on dit Casamance, c'est un espace extrêmement vaste qui a été finalement redivisé en plusieurs entités administratives à la place de l'entité administrative historique qui s'appelait la Casamance. Donc, ça n'a jamais été un gros problème ni pour la Casamance ni pour le Sénégal. Le problème, c'est que comme d'habitude, ces mouvements rebelles ont les mêmes méthodes. On coupe les chemins, on empêche le déplacement normal des populations, on pousse certaines populations à quitter certaines zones d'habitation, on empêche les populations de cultiver, mais d'un point de vue sécuritaire, ça n'a jamais été un problème qui a atteint un certain niveau. Aujourd'hui, ça l'est encore moins parce que le Sénégal veut acheter encore des armes, mais le président Macky Sall a vraiment donné la part belle à l'armée depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a vraiment du matériel militaire. C'est pourquoi je disais, ils n'ont pas acheté chez les Français seulement. Il y a vraiment du matériel militaire, tout nouveau qui a été mis à la disposition de l'armée. Et on a vu le résultat. Aujourd'hui, le MFDC, ce mouvement qui faisait la rébellion au niveau de la Casamance, est fortement réduit, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il n'y a plus le soutien de la Gambie. On ne peut plus se réfugier au niveau de la Guinée-Bissau. On ne les voit plus faire des opérations importantes. Les gens sont même en train de détruire leurs revenus économiques à travers le commerce, la culture et le commerce du chanvre indien et le commerce illégal du bois de rose à partir de la Gambie. De sorte que c'est un mouvement aujourd'hui qui a plein de problèmes. S'il faut craindre quelque chose pour le Sénégal, c'est plutôt ce qui se passe dans la sous-région de façon générale avec les groupes armés extrémistes violents qui sont là. Et rien ne dit que le Sénégal n'en fait pas partie, d'autant plus que ceux qui faisaient les analyses pour dire qu'ils sont intéressés par les pays côtiers, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal a toujours été cité. D'ailleurs, le Sénégal en a tenu compte. Il y a eu beaucoup de réaménagements. Il y a une région militaire toute neuve qui a été créée à la frontière avec le Mali, puisque quand on regarde l'expérience, tous les pays qui rentrent dedans, ça te vient à partir de la frontière d'un pays qui est déjà dedans. Le Mali, c'est venu par le nord, le Burkina, c'est venu par le nord, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal va se poser des questions également sur sa frontière avec le Mali. Et effectivement, on sent une forte militarisation, un regard extrêmement sérieux de la part de l'État sénégalais par rapport à cette zone. Donc s'il y a quelque chose à craindre, ça viendrait surtout de cet espace-là. Et malheureusement, souvent, nos espaces frontaliers sont des espaces qu'on a pendant longtemps oubliés en matière de développement, ce qui crée un terreau favorable pour que malheureusement des jeunes soient tentés de suivre ces gens qui n'ont pas véritablement de projet, si ce n'est de semer le désastre sur cette terre. Alors Mamadou, comment on peut comprendre que le Sénégal, qui ne vit pas forcément les mêmes réalités sécuritaires que vivent certains pays, le Burkina Faso et puis le Mali, puisse avoir un retour aussi rapide, alors que ces pays ont toujours dit que la France n'arrive pas à fournir du matériel à temps? Mais non, c'est le Mali et le Burkina qui ont fait l'affaire du Sénégal. En fait, c'est les conséquences de ce que la France a vécu au Mali et au Burkina qui deviennent un avantage pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire, par exemple. Puisque la France s'est rendue compte que le Mali, pour le moment, est perdu, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le Burkina, la situation n'est pas très claire, c'est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop comment cela va évoluer. N'oubliez pas que la République centrafricaine était déjà partie, mais la France est obligée de se dire, mais attendez, si ça continue à ce rythme, les autres également risquent de
de partir. Mais autant faire un travail pour récupérer ceux qui sont partis, mais autant il faut faire un travail également pour que ceux qui sont là ne partent pas. En fait, c'est simplement ça. Le Sénégal est en train de profiter du fait que la France est dans une position qui n'est pas du tout favorable. Donc si le Sénégal parle, la France va tendre davantage l'oreille que s'il n'y avait pas eu les problèmes au Mali, s'il n'y avait pas eu les problèmes en Centrafrique, s'il n'y avait pas eu les problèmes au Burkina. Puisque au-delà du Sénégal en tant que pays, il y a cette guerre d'influence qui est là sur le plan politique, avec la France et tous les autres pays, en particulier la Russie dans cette zone. Mais il y a cette guerre d'influence également sur le plan économique, puisque le marché de l'armement est un énorme marché et beaucoup de pays, que ce soit les Américains, les Français ou autres, se font énormément d'argent avec ce marché-là. D'ailleurs, quand le président gagne ce genre de marché, vous le voyez souvent même faire une déclaration pour annoncer des montants colossaux. Bien sûr, pas pour nos pays, nos budgets ne nous permettent pas de faire ce genre de choses-là, mais c'est quand même un marché qui permet à leur économie de tourner. Et nous, on prend les armes et malheureusement, le Sénégal est obligé de prendre ses précautions puisque on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Il faut tirer la leçon également de ce qui s'est passé au Mali. Il faut tirer la leçon de ce qui s'est passé en Centrafrique, au Burkina. Il ne faut pas attendre que ces gens-là arrivent d'abord pour essayer d'avoir des armes. Si les armes tardent à venir, mais ils ont le temps de s'installer largement au niveau du pays. Je crois que l'attitude sénégalaise est une attitude d'anticipation qui est à saluer, mais j'espère qu'ils ne se contenteront pas seulement des Français parce que s'ils ont des canons César extrêmement efficaces que tout le monde veut, il y a d'autres formes d'armes, mais d'autres pays proposent sur le marché des choses plus efficaces et moins chères également. L'Iran est là sur le marché puisque l'Iran fournit à la Russie des armes et ce n'est pas du n'importe quoi qu'ils ont vendu à la Russie. Alors, on connaît le cas de la Côte d'Ivoire. Pour des analystes, c'est ce que vit aujourd'hui le Sénégal. C'est d'ailleurs ce que propose le président Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embalo, qui est visiblement très proche de la France aussi. Proche de la France, je ne suis pas trop sûr parce que ce monsieur vient d'arriver à la tête d'un État très compliqué. Il y a beaucoup de fausses sorties dans ce qu'il a fait en tant que, je dirais, nouveau président de la République. Mais quand on le regarde de plus en plus, bon, je crois que ces conseils diplomatiques sont en train de jouer leur rôle pour qu'ils redressent un peu la barre. Ça se comprend, Mbalo est très proche du président Macky Sall. Macky Sall n'a montré aucune animosité par rapport à la France, mais il faut dire également qu'il n'y a aucune raison pour le faire. Parce que là aussi, il faut qu'on soit sérieux. Il n'y a pas de problème entre la France et le Sénégal. Il faut qu'on soit très clair dans ce qu'on dit. Ce qu'il y a, vous avez des relations économiques depuis tout le temps qui ont toujours été en faveur de la France. Vous avez la France qui a toujours tout fait pour couver un certain nombre de pays, parmi lesquels le Sénégal, pour les protéger, entre guillemets, d'autres pays qui sont plutôt dangereux. La Chine, la Russie, etc. Et les Sénégalais sont aujourd'hui en coopération très forte avec la Chine, avec la Turquie, à travers des constructions d'infrastructures. Le nouvel aéroport du Sénégal dont les gens parlent, c'est les Turcs qui l'ont fait, ce ne sont pas les Français qui l'ont fait, etc. Donc le Sénégal n'est plus sous la France comme un œuf en train d'être couvé. Ça, c'est dépassé depuis fort longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un sentiment tellement anti-français que les gens croient que tout le monde doit demander à tous les ambassadeurs français de quitter les pays. Mais non, les relations internationales ne fonctionnent pas sur cette base. Quelle est la brouille entre le Sénégal et la France pour qu'on demande aux Français de partir? D'abord, il n'y en a pas. Ensuite, en termes de relations économiques de part et d'autre, l'enjeu est extrêmement énorme, aussi bien pour la France que pour le Sénégal. Maintenant, il y a une chose qui est claire. Il y a une réorientation qui est obligatoire de la relation entre la France et le Sénégal. Et là où les gens se trompent, ce n'est pas seulement sur le plan militaire. Pas seulement sur le plan militaire. C'est le plan militaire qu'on voit le plus à cause des groupements terroristes actuellement au niveau de la zone. Mais ce n'est pas seulement sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan financier avec le franc CFA, au niveau de la présence des grandes entreprises françaises dans nos pays qui raflent tous les marchés, alors que nos entreprises sont là, qui ne parviennent pas à avoir des marchés, alors que quand tu pars en France, c'est extrêmement clair, c'est la préférence nationale. Sur un marché, c'est d'abord un Français avant qui que ce soit d'autre. Mais je crois qu'il faut qu'on réoriente tous ces éléments. En ce moment, je ne vois pas la France refuser parce qu'elle est dans une position déjà extrêmement difficile par rapport à un certain nombre de pays. Et si la France refuse, vous avez des pays qui sont là, qui ont déjà accepté
même s'ils ne sont pas encore installés dans nos pays comme la France l'est actuellement. Actuellement, Mamadou, ces armes vont servir à quoi à votre pays? Je me dis que le Sénégal tire une leçon de l'histoire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Quand vous vous rappelez le début des mouvements à travers d'abord le mouvement Touareg au niveau du Mali, ce sont nos armées, des gens normalement formés, qui portent des tenues, qui ont fui devant des gens qui ne sont passés par aucune école d'armée ou de quoi que ce soit. Dans les leçons à tirer, il y avait plusieurs choses. Une des choses, c'est que nos armées n'avaient pas été préparées à cette guerre qui n'est pas la guerre classique qu'on a appris dans les académies militaires. Mais après, dans le fond, quand les gens ont fouillé, les militaires n'avaient pas également à leur disposition des armes pouvant leur permettre plutôt de répondre aux attaques. De sorte que souvent, les gens ont préféré quitter les lieux parce qu'ils sont militaires, quand ils entendent les autres tirer, ils savent de quoi ils disposent. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas de quoi apporter la riposte par rapport à ces armes. Ils sont partis et malheureusement, les gens sont venus occuper non seulement les lieux, mais en profiter, ramasser les voitures et ce qui existait comme armes. Et ça ne s'est pas fait seulement avec le Mali, on l'a vu plusieurs fois. Mais cela veut dire simplement que le Sénégal n'est pas encore attaqué. Il faut tirer la leçon, préparer un armement suffisant, comme le dit régulièrement le président nigérien, pour que le jour où ces gens-là tenteront d'attaquer le Sénégal, la première riposte du Sénégal sera telle qu'il risque de ne pas y avoir de seconde attaque. Malheureusement, dans tous les pays où ils sont partis, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, jusqu'à présent, ils parviennent à jouer des tours extrêmement mauvais à nos militaires. Je le dis tout le temps, qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce que nos militaires sont tombés, ce n'est pas parce que nos militaires ont reculé qu'ils ne veulent pas défendre nos pays, mais il faut s'interroger sur dans quelles conditions on les a mis et qu'est-ce qu'on a mis à leur disposition pour se battre contre d'autres qui détiennent des armes, comme le disait le président nigérien, qui sont parfois plus sophistiquées que les armes à la disposition de nos militaires. Alors que tout le monde le sait que la phrase n'est pas très intéressante, mais si tu veux que ton adversaire te respecte, il faut qu'il sache c'est quoi ta force de frappe en termes de feu. En ce moment, avant de venir, il se posera des questions plusieurs fois. Et certainement, le Sénégal est dans cela, s'armer pour que le jour où il y aura des problèmes, que tout le nécessaire soit directement sur place, qu'on n'ait pas besoin certainement d'aller appeler l'ONU ou bien la France pour venir aider le Sénégal à se libérer. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause, et on revient avec notre invité.